Wesh les gens, c'est Revive, bienvenue dans cette nouvelle review de Stone Ocean. Putain, ça fait trop longtemps, ça fait déjà 8 mois bordel, à la fois c'est passé tellement vite et ça paraît si loin, sérieusement. Et oui, on a enfin fini d'attendre, les 12 nouveaux épisodes sont disponibles depuis le 1er septembre, et même si en effet la hype n'était pas à son paroxysme, dû à Netflix, à leur communication et à leur mode de diffusion, ça m'a pas empêché d'absolument adorer ces épisodes puisqu'ils nous ont livré, David Productions nous ont livré une nouvelle série, un nouveau batch de 12 épisodes absolument insane, et je suis aujourd'hui ici pour passer en review tout ça. Avant toute chose, sachez que, je tiens à le dire dans une vidéo qui a plus de vues parce qu'on parle de Jojo, j'ai ouvert un blog, voilà, un blog dans lequel je parle de jeux vidéo, dans lequel je fais des critiques, des tests construits de jeux vidéo. Je vous invite à aller faire un tour si ça vous intéresse, le but c'est de vous faire découvrir des jeux, tout en donnant mon avis, un peu comme les vidéos sur Persona, donc voilà, je spoil rien, je suis là pour vous donner envie. Il y a des articles très longs et des articles qui sont bien plus courts, juste pour vous donner envie de jouer à un jeu en 10-20 minutes de lecture, même moins. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, je taffe beaucoup dessus, et ça plaît beaucoup à tous ceux qui y passent, donc voilà, ça me ferait super plaisir. Bref, ces reviews seront un peu structurées différemment des précédentes pour les 12 premiers épisodes, étant donné qu'à l'époque, j'avais fait 2 vidéos dans lesquelles il y avait les reviews de 6 épisodes à chaque fois, qui étaient sortis avec un mois d'intervalle. Finalement, je trouve pas que c'était un rythme particulièrement pertinent parce que c'était des vidéos déjà qui étaient très très longues, et même s'il y avait le chapitrage, j'imagine que ça donne pas forcément envie de les regarder. Alors pour des grosses analyses, 1 heure, y a pas de souci, et pour des reviews, peut-être que ça passe un peu moins. Et également, les épisodes 7 à 12 à l'époque étaient clairement les plus intéressants, et devoir attendre un mois pour avoir mes reviews de ces épisodes-là, c'était finalement pas très pertinent. Donc du coup, ce qu'on va faire ici, c'est que là, c'est la fin des vacances, j'ai un petit peu de temps, donc j'ai pu me permettre de faire un truc pareil, mais croyez-moi, c'est assez exceptionnel. On va se faire 3 vidéos dans lesquelles je ferai à chaque fois les reviews de 4 épisodes, donc ça sera plus court, plus digeste, et ça sortira hebdomadairement, donc tous les samedis. Je vais essayer de tenir ça, en théorie, j'aurai pris de l'avance et ça devrait pouvoir se faire. C'est compliqué avec la reprise des cours et tout, mais en théorie, j'ai pu finir ça avant de reprendre, et ça devrait être prêt. Bref, j'espère que ce nouveau rythme vous plaira. Je pense que une review par semaine, c'est très très cool, ça fait durer la hype, tout en vous sortant les choses rapidement, que ce soit bien dense, bien condensé, et que les vidéos soient pas non plus très très longues. Donc voilà, comme d'habitude, comme à chaque fois pour les reviews d'animé depuis Golden Wind, ces reviews ne sont pas écrites, voilà, j'ai juste des notes sur lesquelles je développe ma pensée. Le but c'est vraiment juste de se poser pour parler de Stone Ocean et vous dire ce que j'en ai pensé, les choses intéressantes que j'ai relevées, sans structure, sans écriture, voilà. Si vous voulez des analyses de Stone Ocean construites et tout, il y en a sur ma chaîne. Là, je vais juste parler de l'animé, de ce que j'ai à en dire, et ce que j'ai d'intéressant à en dire, j'espère. Ça sera sûrement un peu fouillis, mais voilà. Le but, c'est juste de se poser, d'être chill, avec un montage vraiment léger, juste pour parler de Stone Ocean pendant 30 minutes, et ce, pendant 3 semaines d'affilée. Voilà, j'espère que ça vous plaira, et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage, oui. Bon, je vais commencer par parler de ça, comme ça c'est fait, je mets ça de côté et on sera tous contents. Je pense que c'est la chose dont beaucoup d'entre vous veulent me voir le plus parler, savoir mon avis là-dessus. Et c'est également la chose qui a le plus fait jaser, la chose qui a été la plus critiquée sur Twitter par rapport à cet animé, c'est évidemment le non-changement d'opening. Déjà, je tiens à dire qu'à partir du moment où le truc le plus critiqué d'une série, c'est le fait qu'elle change pas spécialement d'opening, ça veut dire que le studio a fait quand même du très très bon taf, et que l'ensemble de la série est parfaitement quali. J'y reviendrai, vous verrez, c'est en effet le cas, et on a un sacré up de qualité par rapport à la première partie qui était déjà excellente, mais bref, j'empiète. Cet opening, donc, j'étais comme vous très très hypé à l'idée de voir un opening, c'était l'un des trucs qui me hypait le plus pour cette nouvelle partie de Stone Ocean. Et la veille, avec des potes, j'ai eu une discussion, on se disait « Eh les gars, imaginez, il n'y a pas de nouvel opening, et ça fait comme Dai, ou ce qu'ils font pour beaucoup d'animés de la Toei, ils changent juste quelques frames dans l'opening sans changer la musique, et ça sera tout, voilà. On n'y croyait pas, hein, même nous on n'y croyait pas, et jamais on aurait pu penser que David Productions ferait un truc pareil. Moi, mon principal argument c'était que je trouvais ça bizarre, parce que l'animé va être divisé en 3 parties, c'est évident, hein, 12-12-12, peut-être un peu plus pour la dernière, mais ça sera quand même 3 parties. Je trouverais ça bizarre, enfin je trouvais ça bizarre parce que bah, ça s'est avéré vrai, de mettre un opening pour les 2 tiers de la série, et un dernier pour le dernier tiers, parce que rassurez-vous, c'est évident, le dernier tiers de la série aura son propre opening, ils peuvent pas rater la version Made in Heaven, et les événements diffèrent totalement, mais alors totalement de ce qu'on voit dans l'opening, déjà que là, pour la partie 2, donc,
Ce qu'on voit dans l'opening, c'est pas trop en raccord et c'est un peu chiant, mais rassurez-vous, pour le troisième opening, il sera totalement nouveau, j'en suis convaincu à 100%. Et bref, je trouvais ça bizarre d'avoir 2 tiers d'une série qui a un opening et l'autre tiers qui a un autre opening. Souvent c'est la moitié, ou alors 3-3-3, 3 tiers, un opening à chaque tiers, comme a pu le faire Diamond Unbreakable. Bref, je trouvais ça bizarre et du coup je ne pouvais pas y croire. Et en fait, je me suis pris une sacrée claque dans la gueule quand j'ai découvert que l'opening était en effet le même. Alors, je suis mauvaise langue, c'est pas exactement le même. 2 trucs notables. Tout d'abord, le truc que tout le monde a remarqué, c'est évidemment la scène de fin qui change. Jolene ne s'éloigne pas de Jotaro, Jolene se rapproche de Jotaro et l'embrasse, et ça c'est beau. Ça veut dire beaucoup de choses par rapport à son développement, et cet ajout est excellent, vraiment. Également, la pluie de grenouilles qu'on voit juste après ça, qui déferle sur j'allais dire J. Loslock, qui déferle sur Grindolphin, pour mettre une petite référence à ce qui se passait avant, etc. Ça c'est très bien. Et également, l'un des trucs qui m'avait fait un peu chier sur cet opening là, dont j'avais d'ailleurs parlé dans la review il y a de ça 9 mois déjà, c'était le fait que les crédits, les caractères n'étaient pas stylisés. Dans chaque opening d'avant, ils avaient tous un petit effet assez stylé. Et là, c'était juste des kanji basiques qui parlaient tout premier. Là, voilà, ils ont tous une texture un peu filaire. Ils apparaissent tous comme des fils. Ça, c'est réglé et ça me fait super plaisir. Je pense que dans les versions définitives, ils seront tous réglés. Voilà, l'opening 1 aura des crédits stylisés depuis le début, je pense. Parce que là, sur Netflix, c'est pas encore modifié. Je pense que ça le sera jamais parce que c'est des branleurs, on y reviendra. Mais dans les Blu-ray, ça devrait être modifié. Bref, est-ce que je suis déçu de cet opening? Évidemment, il reste toujours aussi bon, bien sûr. J'adore la musique, j'adore les visuels, et les visuels sont encore mieux que le premier. Donc c'est cool, mais évidemment ça fait un peu chier quand on s'attendait à un nouvel opening et quand on a dû se mater cet opening là 12 épisodes de suite. Pareil pour l'ending qui lui n'a pas changé du tout. Et encore une fois, je trouve ça surtout bizarre par rapport au fait que il nous avait sorti les sound effects en fait dans l'épisode 12. Et là on les retrouve pas du tout et c'est bizarre de mettre des sound effects en plein milieu. Peut-être qu'encore une fois ça sera corrigé dans les Blu-ray ou dans la diffusion télé. En mode les sound effects n'apparaîtront qu'au dernier épisode. Histoire que ça soit cohérent, qu'on n'ait pas un sound effect en plein milieu qui est censé marquer la fin d'un opening. Bref, ça commence par une déception, mais rassurez-vous, le reste est vraiment excellent. Et on a tous confiance pour que le prochain opening, parce qu'il y aura un nouvel opening, d'accord, j'en suis certain. J'espère que cette partie de la vidéo ne vieillira pas mal, mais j'en suis certain. Et celui-ci va être absolument exceptionnel. J'ai aucun doute là-dessus. Bref, il va être temps de commencer avec le premier épisode de cette seconde partie, l'épisode 13. Alors j'ai le tome sous les mains pour voir où ça adapte, mais j'ai pas les numéros des chapitres parce que ils sont pas indiqués dans l'édition de Delcourt pour une raison étrange. Mais bref, ça adapte donc le début de l'arc Limp Bizkit qui commence à la fin du tome 6, voilà, et qui se termine au début du tome 7, si je dis pas de conneries. En effet, c'est ça. Alors oui, vous entendrez des pages tourner, vous entendrez des clics de souris pendant que je remate les épisodes d'un côté pour voir où est-ce qu'on en est. J'espère que ça vous dérangera pas outre mesure, je pense que ça devrait le faire. Bref, cet épisode-là, donc, Baiser d'amour et de vengeance partie 1, s'ouvre sur Jolene en isolement. Alors ça, c'est assez étrange parce que on va nous teaser Jolene dans une salle d'isolement sans qu'on sache spécialement ce qu'elle y fait. Dans le manga, c'était parfaitement chronologique, là c'est pas le cas, mais je pense que l'idée c'est de nous teaser un peu ce début de batch parce que évidemment la diffusion a changé. Maintenant, le but c'est pas de de réfléchir des épisodes semaine par semaine, mais de les réfléchir vague par vague, même si ça marche aussi à la version hebdomadaire, puisque dans tous les cas, eux aussi les japonais à la télé, ils ont dû attendre longtemps, donc il faut bien que ce premier épisode, il hype un peu, il nous fasse rentrer dans le truc, et faire un petit flash forward un peu étrange, un peu nébuleux, donc totalement de quoi nous mettre dans le bain. Alors, du coup, on va commencer avec Hermès qui épie ce cher Sportsmax, l'assassin de sa sœur. Seul truc que j'ai relevé dans cette scène-là, c'est le fait que Kiss n'est pas traduit en smack, ou je sais plus c'est quoi la traduction choisie par la localisation, je sais plus qui s'occupe de ça, mais bref. Ils ont mis Kiss, vous allez voir que les gros problèmes de traduction, ça va être une de ces récurrences de ces reviews, mais on y reviendra. Toujours est-il qu'après ça, on a encore le droit à un changement de structure. Donc on voit Jolene et FF qui vont manger à la cafette Basic Shit, sauf que Foo Fighters ne donne pas toutes les infos qu'elle connaît sur Sportsmax à Jolene comme dans le manga, mais elles vont passer en fait par Guess, qui va leur donner des infos qu'elle a obtenues, et ça je trouve ça intéressant parce que ça donne un intérêt supplémentaire pour Guess, un rôle supplémentaire pour Guess un peu plus intéressant. On sait que voilà, c'est un peu une commère, etc. Et ça fait sens du coup que de la voir connaître des infos sur
sur un ennemi, et ça permet de la faire apparaître plus souvent, étant donné que, on le sait tous, elle va réapparaître pour l'arc Mew Mew, ça fait sens de la revoir un peu pour pas qu'on oublie totalement le personnage, donc ça c'est un ajout que j'aime plutôt bien, c'est cohérent, et ça ajoute un peu de rythme et de lore plutôt intéressant si j'ose dire. Après avoir eu ces infos donc, Jolene et Foo Fighters retrouvent cette chère Hermès qui est en train de traquer Sportsmax, et ils lui disent que c'est pas bien, faut pas faire ça, et c'est seulement donc après cette scène que le flashback apparaîtra, après l'iCatch catch donc, un flashback qui de base donc était raconté par Foo Fighters avec un narrateur, et qui arrivait avant même que l'on voit Hermès dans cet arc. Là donc, ça arrive après qu'il y a eu la rencontre, et étant donné que ce n'est pas Foo Fighters qui raconte le flashback, parce qu'elle n'a pas les infos mais elle les a obtenues de la part de Guess, et bien c'est Hermès elle-même qui remplit ce rôle, comme si elle faisait un peu un trip dans ses pensées, en repensant à son passé, donc pourquoi pas, c'est intéressant, je trouve que ce soit Hermès elle-même qui narre son flashback, et pas Foo Fighters qui a des infos d'on ne sait où. En plus, la scène du tribunal à la fin est imagée, donc voilà, c'est un flashback qui est bien plus dans... pardon, j'ai lancé l'épisode. Un flashback qui est bien plus dans le démonstratif, on te montre clairement ce qui se passe, plutôt qu'avec juste beaucoup de textes narrés, et je trouve ça intéressant, ça permet de s'immerger mieux et d'un peu mieux comprendre les sentiments d'Hermès, vu qu'elle est directement au centre de ce qu'elle nous raconte. Voilà, ensuite, on voit donc apparaître pour de vrai ce cher Sportsmax et son stand qui ne s'appelle pas Limp Bizkit, mais Limp Biscuit, voilà. Alors, en général, pour les localisations, soit ils prennent un synonyme qui ressemble, soit juste un truc qui sonne bien, enfin qui ressemble à la sonorité à l'oreille. Là, c'est ce qu'ils ont choisi, mais je trouve ça absolument nul. Biscuit, c'est vraiment pas très bien comme localisation, on va pas se mentir. Ceci dit, les critiques sur ce stand s'arrêtent là, parce que son déclenchement est absolument incroyable, avec le fameux crocodile zombie qui fait des croc-croc, d'une jouissance auditive incroyable, voilà. Limp Bizkit a des sound effects absolument exceptionnels, c'est juste trop fort, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement fort comme son, et tu ressens vraiment plus que jamais la terreur que peut inspirer un tel stand, que peut inspirer une horde de morts-vivants totalement invisibles, de plus avec le color shift qui marche très bien, un color shift qui est souvent utilisé dans son océan, ce violet un peu rouge, qui marche très bien et qui renforce clairement la tension de la scène. Franchement, c'est une super introduction pour Limp Bizkit, voilà, ce qui se passe dans le tuyau, l'alligator qui fonce sur Hermès, et puis qui se prend un gros point dans la gueule par Jolene, avec du sang qui le recouvre, voilà, c'est très sanglant, c'est très stylé, il y a des beaux sound effects, c'est bien animé, c'est absolument excellent. La première partie de l'épisode est pas franchement ce qu'il y a de plus homogène et stylé, mais franchement, tout le reste de ce batch est super beau visuellement, et la deuxième partie de l'épisode se rattrape admirablement. Donc ouais, un premier épisode d'intro qui marche très bien, qui choisit de faire quelques petits changements temporels, et de très légers changements scénaristiques, comme le changement de narrateur, et l'introduction de Guess en tant que donneuse d'informations sur Sportsmax. Des changements donc très minimes, mais qui marchent très bien, et qui sont tout à fait pertinents, donc on aime. Le 14e épisode adapte le début du tome 7, je sais toujours pas quels sont les numéros des chapitres, parce que Del Courtocam ne les a toujours pas écrits entre temps, ça a pas changé. Mais bref, ça va jusqu'à la moitié environ, et ça adapte la fin, et même l'entièreté presque, du combat contre Limp Bizkit, vu que la plupart du combat se passe dans ce tome. Alors, cet épisode commence avec un petit récap, principalement là pour rappeler quels sont les objectifs de Pucci par rapport à Dio, aux souvenirs et surtout à l'os de Dio, qui va véritablement être l'élément le plus important de ce batch, de ce cours d'épisode, sans aucun doute. Après l'opening, le combat reprend avec donc la remontada de Foo Fighters qui arrive à défoncer cet alligator avec son flingue, la première utilisation du thème de Stone Ocean dans ce batch. Vous allez voir que c'est quand même un peu moins abusif et moins fréquent que dans le premier, donc ça c'est quand même un très bon point, et ça fait qu'à chaque apparition de ce thème-là, on le kiffe, ce qui était quelque chose d'assez indispensable et qui avait été un peu raté dans le premier batch, étant donné que il nous le sortait à toutes les sauces, et au bout d'un moment c'était un peu chiant, mais là c'est un peu mieux géré. Bref, ensuite Sportsmax fout le bordel de son côté, donc le type, on voit que c'est un gros camé, un gros malade, qui pense à se droguer, à du cul, etc., et qui va donc chercher cette prostituée, et c'est là qu'on se rendra compte en fait que Sportsmax est déjà mort, en fait, et ça peut-être que tout le monde ne l'a pas compris dès la première scène, et c'est normal, mais il y a encore une fois, vous verrez que c'est l'un des mots d'ordre de ce batch, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour
pour rendre le tout plus compréhensible, et ces épisodes en ont particulièrement besoin, parce qu'ils comportent certains des stands les plus compliqués de la série, donc ça c'est une très très bonne chose. Bref, ce cher Sportsmax est donc décédé, et va lui-même se transformer en zombie invisible. J'aime énormément la manière dont il va foncer sur cette pauvre prostituée, et la dégommer, la bouffer entièrement crue, ça gicle de sang partout, le type est ensanglanté, il est absolument terrifiant, c'est juste parfait. Je me répète, mais on n'a jamais vu un Limp Bizkit aussi terrifiant dans le manga, et là c'est parfait, le color shift est encore une fois très réussi à ce moment-là de l'épisode avec ce vert un peu sombre et carrément flippant. Je suis très content de voir Sportsmax recevoir un tel traitement parce que c'est un de mes antagonistes mineurs préférés de la partie 6. C'est pas la partie qui a les meilleurs antagonistes mineurs, du moins surtout pour les 2 premiers tiers de cette partie en vérité. Mais celui-là s'en sort très très bien parce que c'est vraiment un type qui fait peur, un grand malade mental. On aime ça, cet épisode lui rend parfaitement honneur, et c'est un gros kiff que de voir un Sportsmax autant ravagé et autant sublimé. Bref, toujours est-il qu'après cet élan de démence et de démonstration de sa mâchoire très puissante, Sportsmax va lancer son attaque ultime à notre groupe avec sa horde de morts-vivants invisibles. Donc là, bien sûr, ça va sortir des fils de Stone Ocean pour essayer de les arrêter. Et sincèrement, ce climax du combat contre Limp Bizkit est exceptionnel. On a le retour d'une musique qui avait été utilisée, je sais plus si c'était dans l'épisode 5 ou 12 du premier batch, j'ai un doute, je sais plus si c'était au moment de la mort de Jotaro, ou au moment de la fin de l'épisode 12 quand Pucci réussit, enfin quand Pucci se fait voler le disque de Jotaro, je sais plus, mais bref, c'est une musique un peu chantée, un peu vibe requiem, j'ai envie de dire, qui marche extrêmement bien quand on voit cette Hermès pleine de vengeance face à une armée de zombies qui veut sa peau. Sportsmax va finir par lancer un coup assez violent, mais Hermès arrivera à s'en sortir en dédoublant sa tête avec Kiss pour finalement lui péter une dent à ce cher Sportsmax. Et là, on a le droit à du graphisme comme on aime, voilà, c'est bien violent. On voit la dent qui se déchausse petit à petit sous l'impact du coup de pied d'Hermès. Ça permet de ressentir la puissance du coup de pied, vraiment. On sent qu'elle lui a mis un truc vraiment pas cool. Et ça se terminera avec le finish d'Hermès, le Kolemo, qui est absolument exceptionnel, franchement. La Seiyu, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, mais elle a fait un taf monumental, on sent la haine dans la voix, mais parfaitement. Et en termes de mise en scène, on retrouve encore une fois l'OST un peu requiem qu'on avait il y a de ça quelques minutes dans l'épisode. Et le jeu de lumière, l'animation du stand de Hermès, de Kiss qui frappe Sportsmax, ainsi que le soleil à la fin, qui fait disparaître tous les autres zombies, les disques qui s'envolent, l'apparition du fantôme de Gloria, etc. L'aspect un peu divin d'Hermès qu'on pouvait aussi retrouver avec Jolene face à Lang-Wrangler dans le premier batch. Bref, ce finish est incroyablement réussi et ça aura été mes vrais premiers gros frissons de cette deuxième partie. J'ai absolument adoré, bordel. Un épisode donc excellent qui aura offert l'un des plus gros climax de cette deuxième partie. Hyper bien animé, mise en scène de fou, plan de fou, color shift de fou, bref. C'est du grand Jojo. Et je suis trop content de voir que Limp Bizkit a eu l'adaptation qu'il méritait, parce que c'est un stand qui pue la classe. Bon, les gars, les meufs, c'est le moment où on va commencer à parler des vrais trucs, voilà, des vrais trucs sérieux. Évidemment, l'épisode 15, c'est le premier épisode qui adapte le combat contre Viviano Westwood et son stand Planet Waves. Et ceux qui me connaissent depuis longtemps maintenant savent que c'est véritablement le combat que j'attendais le plus en animé pour Stone Ocean. Évidemment, il y a beaucoup de choses que j'attends pour cette partie-là. Des trucs qu'on a déjà vus, des trucs qu'on verra à la fin, surtout des trucs qu'on verra à la fin. Mais vraiment, je pense que le combat que j'attendais le plus en termes de pur combat et pas de ce que ça implique en termes d'enjeu, c'est véritablement Planet Waves. Un de mes combats préférés de Jojo de par sa violence extrême, le fait que c'est vraiment juste de la putain de baston, que c'est super bien mis en scène et que ça dégage plus de testostérone que dans n'importe quelle partie composée exclusivement d'hommes. Bref, Planet Waves c'est incroyable. Il va maintenant être temps de voir, après 4 ans d'attente, putain, de voir si ce combat a été à la hauteur de ce qu'a pu nous proposer Araki. Mais avant ça donc, on retrouve encore une fois une petite intro Pucci pour remettre dans le contexte. Cette fois-ci, on le voit en train de donner son os à Sportsmax. J'aime beaucoup les traits du visage de Whitesnake quand il s'énerve.
bien plissé, on ressent la colère du type. Il y a aussi un petit filtre qui est appliqué sur une frame où il s'énerve, qui est extrêmement beau, vraiment. Encore une fois, je me répète, mais Whitesnake, il est resplendissant, il fait peur, et il nous fait ressentir une terreur monumentale à chaque fois qu'on le voit, et c'est ça qu'on veut de Whitesnake, donc on est super content. Ceci dit, en fond, on entend encore et toujours le thème de Dio. Je dis encore et toujours parce que ça reviendra assez souvent. On l'avait entendu lors d'un flashback, lors du premier batch. C'était très très cool parce que voilà, on fait apparaître Dio, un peu de fanservice, on est content, mais là il y a un peu moins de bonnes raisons de le mettre. Et c'est un peu dommage, je trouve, qu'il y ait autant de réutilisation de OST, mais ça j'y reviendrai plus tard évidemment. Bref, au-delà de ça, la scène est très très cool. Évidemment, il s'avère que c'était notre cher Emporio qui est en train de lire ce disque-là qui était dans sa tête. J'aime beaucoup la manière dont le flashback fait la transition vers le présent avec le disque qui tourne. C'est une transition très très classe et j'ai beaucoup aimé. Du coup, cet épisode va aussi nous amener un nouveau personnage qu'on avait déjà vu apparaître dans les 12 premiers épisodes, mais qu'on n'avait pas entendu et qui avait vraiment un très petit rôle à l'époque. L'un des personnages les plus importants de cette deuxième partie qui sera énormément mis en avant. Je parle évidemment de Narciso Anasui, traduit en Anastasia. Alors évidemment c'est de la merde, mais il s'appelait déjà comme ça dans les jeux de combat, donc c'est pas très très grave, je m'y suis habitué, même si ça reste vraiment un chier, on va pas se mentir. Bref, Anasui donc, qui a la voix d'Hisoka, voilà. Et ça j'avais totalement oublié, je me rappelle, à l'époque des vidéos annonces sur Stone Ocean que j'avais pu faire. En effet, Daisuke Namikawa, le seiyuu de Anasui. J'avais totalement oublié que c'était la même voix qu'Hisoka, et franchement, le cast est absolument exceptionnel. Je veux dire, on parle d'un taré qui découpe des gens, qui a une attirance beaucoup trop irrationnelle pour le Jolyne, et qui est mentalement instable, on sait jamais de quel côté il est, même si là c'est quand même un petit peu plus évident que pour Hisoka. Bref, le casting est parfait, c'est littéralement un personnage qui ressemble à Hisoka sur tous les points, et le fait d'avoir le même seiyuu, c'est juste trop cool, et évidemment, ça lui colle absolument parfaitement, c'est juste le meilleur choix de seiyuu qu'on pouvait avoir. Namikawa se lâche un peu moins que quand il interprète Hisoka, mais ça reste Namikawa, ça reste une voix de fou furieux qui colle extrêmement bien à ce dégénéré instable qu'on aime bien d'Anasui, de Diavolo Echo Plus pour ceux qui connaissent les bails. Donc ouais, ça fait super plaisir de voir enfin Anasui à l'écran avec la voix qui lui colle très très bien, et vous allez voir que le ref va nous réserver des séquences d'action et des moments de gloire dans la suite de ces épisodes. En tout cas, on commence avec son flashback. Alors le flashback d'Anasui qui est basiquement... c'est un malade mental qui découpe des trucs et des gens, et malgré un examen psychiatrique, ça a absolument rien révélé, donc le type est juste un fou furieux quoi. Mais pas clinique quoi, juste ça fait marrer et c'est terrifiant. J'ai eu beaucoup de mal pendant un certain temps avec l'écriture d'Anasui, mais avec le temps, je commence à comprendre où Araki voulait en venir avec ce personnage, même si c'est parfois un peu maladroit. Mais bref, en dehors de ça, reste que c'est un personnage dont j'adore énormément la personnalité, mais pour le moment, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est la première apparition de son stand Diver Down qu'il utilise pour défoncer les gardes de l'autre côté de la porte, et encore une fois, mais David Productions sont inarrêtables, le sound effect de Diver Down est absolument exceptionnel, merci beaucoup. Après ça, il balance sa fameuse pose hyper classe. Le premier screen que j'ai posté sur Twitter, après 3 épisodes, donc ça veut dire que c'est vraiment le premier truc visuel qui m'a marqué, voilà. La pose reprise telle quelle, super beau, une classe monumentale, vraiment, son chara design, ses couleurs, tout est parfait dans cet Anasui animé, et je suis très très content de le voir enfin en action, bordel. Après l'eye catch, on a le droit au Survivor Moment, le deuxième flashback. Je crois que c'est le deuxième, je sais plus s'il y en a eu d'autres entre temps, j'ai un petit doute. Bref, un autre flashback entre Pucci et Dio, où Dio va nous expliquer concrètement ce qu'est le stand le plus faible du monde selon lui, qui est évidemment une introduction brillante, le stand qui va suivre juste après. Alors c'est un flashback qui arrive un petit peu avant par rapport au manga. Dans le manga, on voit déjà Jolyne dans le quartier disciplinaire. Là, il se pose avant tout ça, et comme j'ai pu dire, c'est vraiment bien vu de la part de David Productions, parce qu'en plus de permettre de rythmer l'épisode avec l'eye catch, ça permet de nous mettre dans le bain. Au début, on se demande pourquoi est-ce qu'il nous parle de ce stand-là, au final, on voit qu'en effet, il va être utilisé par la suite. C'est assez brillant, et j'aime énormément ce flashback. Très très réussi, encore une fois, c'est un flashback que j'aime beaucoup dans le manga, parce que voir Dio parler un peu de stand, de donner son avis sur des stands, de faire des combats de puissance de stand tels les meilleurs youtubeurs JoJo francophones, c'est un peu marrant, je trouve. Le débat Gold Experience Requiem versus Made in Heaven, je pense que ça doit être très difficile pour Dio de trancher.
D'un côté, c'est l'homme en qui il a le plus de respect, de l'autre c'est son fils. Je pense qu'il choisirait Made in Heaven parce que le type est imbu de lui-même, et qu'il en a rien à foutre de son fils finalement, mais bref, ce que je raconte c'est pas très intéressant. Bref, pour ce qui est du flashback en lui-même, on a le droit à bien plus d'images, d'illustrations, ce qui permet de nous faire bien comprendre en quoi consiste ce stand, à savoir qu'il ne fait pas grand-chose, si ce n'est qu'il crée une colère chez les êtres humains en activant certains stimuli dans le cerveau, et c'est un peu nul parce que évidemment tout le monde se tape dessus, et au final tout le monde meurt, ça mène pas forcément à grand-chose. Et hop, c'est le moment de relever une nouvelle traduction foireuse de Netflix. En fait, Dio à un moment dit est-ce que tu voudrais que j'extrais le pouvoir de Survivor et que je le sauvegarde sur un disque? J'ai vérifié dans le manga entre temps, c'est absolument pas ça qu'il dit. Il demande simplement s'il veut que Pucci reçoive le pouvoir pour que lui, Pucci, puisse l'inscrire sur son disque. Là, dit comme ça, on pourrait croire que Dio peut extraire des stands et les mettre dans des disques, alors que c'est évidemment pas le cas. Et il s'agirait de se relire un peu, messieurs les traducteurs de Netflix. Mais j'ai pas fini de vous tacler pour cette vidéo, vous inquiétez pas, ce n'est que le début. On va donc retrouver Jolene en isolement, ce qui permet donc de raccrocher les wagons avec le début de ce batch, de ce cours d'épisode. Et là, ça y est, les deux gardiens, dont ce cher Viviano Westwood, apparaissent et ils vont commencer à se foutre des énormes mandales sous l'influence de Survivor. Survivor qui est d'ailleurs très bien amené, puisque l'emphase est mise sur l'eau, et l'eau, on a vu dans le flashback que c'était l'un des déclencheurs importants de Survivor, étant donné que l'électricité passe par l'eau et elle est très conductrice. Bref, on va donc commencer à les voir se foutre des énormes mandales, et c'est là, quand j'ai vu ça, que j'ai compris, que j'ai commencé à comprendre que ça y est, on arrivait dans l'arc Planet Waves, et que ça allait être absolument exceptionnel, parce que oui, en effet, c'est absolument magnifique. Les gros traits sur le visage pour accentuer la haine, les gros traits noirs pour accentuer cette même haine, et surtout, évidemment, les muscles qu'on voit à travers les vêtements, à travers la peau de ces deux gardiens, avec les espèces d'éclairs qui viennent les apparaître, le background de fond qui fait tout pour les mettre en avant. Bref, c'était l'un des trucs que j'attendais le plus, et c'est absolument sublime, bordel, qu'est-ce que ces muscles sont beaux. Je comprends ce cher Westwood qui est émerveillé par ça et qui veut se taper contre les adversaires les plus puissants sur leur partie du corps la plus puissante, voilà. Et après, ça va s'échanger des énormes mandales avec des sound effects qui font bien mal. Enfin, franchement, c'est absolument exceptionnel. L'intro de Westwood est excellente. Évidemment, on n'attend qu'une chose, c'est que Jolene aille lui rétamer la gueule après qu'il soit vanté d'avoir gagné le combat. Et cet épisode va donc se terminer sur Pucci qui va annoncer avoir envoyé 4 manieurs dans le quartier disciplinaire qu'on verra sortir des portes. Alors on en a bien plus que 4, et évidemment c'est le coup de mais qui est manieur parmi ceux-là? Attention, ça permet d'instaurer une tension et de renforcer les enjeux de ce qui va se passer avec Survivor, Planet Waves, tout ça, vu que tout le monde va se foutre sur la gueule. Et franchement, pour terminer un combat, c'est incroyable. Le Fight Club commence, tous les persos sont bien dessinés, les plans de caméra, la mise en scène, tout ce qui a été choisi pour la mise en scène de cette arrivée de tous les participants dans le Fight Club, c'est juste parfait. Et en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que ce combat contre Planet Waves commence extrêmement bien, et que cet épisode était vraiment exceptionnel. Voilà, il a su alterner entre les phases un peu plus calmes, de l'or très réussi, et le début de l'exceptionnel Planet Waves, qui s'annonce absolument dantesque. L'épisode 16 couvre donc l'entièreté du combat contre Planet Waves, Survivor, ce que tu veux, bref. Le combat de coup de poing contre Viviano Westwood, globalement. Et donc ça se passe de la fin du tome 7 au premier tiers du tome 8 environ. Un épisode qui va donc commencer avec un combat entre Jolene et ce cher Westwood, voilà. Alors pour le coup, c'est exactement le même que dans le manga, pour le coup. Les mêmes cases, les mêmes plans, les mêmes enchaînements d'actions, ça c'est logique, mais vraiment, le combat du manga est quasiment repris à l'identique. Et écoutez, ça marche bien, finalement. Les sound effects sont très très classe, évidemment. Et j'ai rien de spécial à dire, si ce n'est que c'est très très bien mis en scène. On ressent l'impact des coups, et je suis très satisfait de ce premier gros échange de coups entre Jolene et Westwood, voilà. Ça se met des grosses mandales. J'aurais peut-être aimé que ces fils soient lancés un peu plus rapidement quand elle l'étrangle. Ça aurait peut-être pu être bien plus violent, avec plus d'impact si elle l'avait fait très vite
et s'il n'y avait pas eu un fond duo noir où on voit les fils et tout, je pense que si elle l'aurait vraiment genre chopé par le callback avec ses fils, et qu'elle l'aurait directement enchaîné de Mandal juste après, ça aurait peut-être pu faire un peu plus d'effet. Bref, toujours est-il que le moment où cette petite Rix va s'arrêter pour que les premières météorites arrivent est très très bien vu, voilà. Jolene arrive, commence à vouloir lui mettre un punch final à ce cher Westwood, mais elle va être coupée dans son élan avec tout ce qu'il faut dans la mise en scène pour qu'on le ressente, notamment la grosse traînée de sang sur son bras. Ça j'ai beaucoup aimé parce qu'évidemment on se demande qu'est-ce qui se passe, on voit le disque qui sort en plus de la tête de Westwood, ça veut dire que lui aussi est manieur de stand, et c'est évidemment le twist de Planet Wave, c'est pas juste un mec attiré par, affecté par Survivor qui veut se taper, non, le type a bel et bien un stand à côté, et ça va rendre le combat d'autant plus intéressant, puisqu'il va falloir lui défoncer la gueule tout en sachant esquiver les météorites, et pourquoi pas s'en servir comme il faut. Après ça, ça va donc se rééchanger des petits coups, on va voir évidemment la déviation du coup de Westwood par le fil de Jolene avec sa pose culte, et évidemment les grosses prises de catch bien violentes qui vont totalement empêcher Jolene de bouger. Voilà, ça c'est ce qu'on veut, bordel. Le color shift, la musique hyper stressante avec les instruments à cordes, et puis Westwood qui gueule en disant qu'il est le plus fort. C'est ça qu'on veut, putain, on se bat comme des animaux ici. Et ça marche juste super bien, je suis trop content de ce combat contre Planet Wave, sincèrement, c'est une énorme réussite. Et voilà, encore une fois, à la fin de cette session de prise de catch, Jolene va voir que le météore, qu'un météore s'approche d'elle à toute vitesse, la tension est palpable, Jolene qui défonce les tympans de Westwood, le reflet des météores qui apparaissent dans son œil après avoir une petite explication du pouvoir du stand, c'est-à-dire que des météores mais qui ne se désintègrent pas avant d'arriver dans l'atmosphère, bref. C'est incroyable, la mise en scène fait tout pour qu'on ressente une tension de fou furieux, et l'impact de ce que peut représenter quand même une météorite, c'est pas rien, donc ouais, c'est très réussi. Après l'high catch, donc, qui s'arrêtera, qui arrivera juste avant que Jolene se fasse peut-être percuter par le météore, on va retrouver Anasui et Foo Fighters, rien de spécial à dire ici, si ce n'est que j'aime beaucoup l'escalade de Diverdon, voilà, elle rend très bien, c'est très stylé, on comprend instantanément comment marche le stand. Diverdon, j'avais un peu du mal à le comprendre en manga, qu'est-ce qu'il faisait exactement, parce que c'est toujours un peu compliqué de lire en noir et blanc. Là c'est clair, voilà, il peut le faire entrer dans une surface et le faire ressortir, là en l'occurrence pour escalader. Ça nous introduit le stand un peu avec une utilisation très intelligente, et il n'y a rien de mieux qu'on comprenne directement comment est-ce que ce dernier est utilisé. Le combat reprend donc avec les météorites qui arrivent avec des super katakana qui sont juste trop stylés, et Jolene qui arrivera finalement à s'en sortir de peu. On verra apparaître pour la première fois le stand de Westwood, voilà, ce cher Planet Waves. Sincèrement, je le trouve pas beau, voilà, c'est un stand que je trouve plutôt laid. Alors c'est pas à cause de l'anime qui fait ce qu'il peut, même si bon, je suis pas spécialement fan du choix de couleur en vérité, mais c'est un stand que je trouve particulièrement laid, voilà, j'aime pas son design. Avec sa bouche d'ahuri, là je trouve que ça rend pas bien du tout, et qu'il y a beaucoup de stands de Stone Ocean globalement qui sont pas très inspirés, je trouve, et Planet Wave en fait partie. Mais c'est pas grave parce qu'on aura droit à un superbe harmonicel sur Westwood, son stand, dans la stratosphère avec la terre de loin, etc. Super beau, il y a beaucoup d'harmonicel dans cette adaptation, dans ce deuxième cours d'épisode. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, je pourrais pas définir ça complètement parce que j'ai pas assez de notions, mais pour faire simple, c'est des dessins fixes, voilà, qu'on voyait souvent en fin d'épisode dans les animés à l'ancienne. Là, nous ont bien pour expliquer un peu le pouvoir de Planet Waves. Et j'aime beaucoup parce que c'est toujours des dessins qui sont très soignés et qui renforcent clairement l'aura d'un personnage. Enfin voilà, ce combat absolument exceptionnel, qui aurait été un sans faute, on va pas se mentir, va se terminer avec la fameuse astuce de Jolene quant à la botte, puisqu'en effet, Westwood Westwood arrête en fait les météores avant qu'il le touche, comme si le type avait sa propre stratosphère personnelle en fait, et bien sûr, ces météores-là tombent quand même à une vitesse prodigieuse, ce qui permettra à Jolene de balancer la botte du surveillant sur sa gueule en pleine tronche et le terminer avec un énorme coup de boule. Franchement, en termes de mise en scène d'OST, c'était incroyable, ils ont ressenti le thème de Jolene, mais là, il le fallait bien, c'est son combat vraiment de cette partie-là, c'est le combat de Jolene le plus badass, et il fallait bien le sortir parce que ce finish est absolument exceptionnel. En termes de mise en scène, c'était fou visuellement, l'OST fait le taf aussi. Ceci dit, je suis pas fan des sound effects, je pense qu'ils auraient pu être bien plus imposants et bien plus violents pour cet énorme coup de boule et ce coup de botte. Ceci dit, je pinaille, c'était un finish incroyable pour un combat incroyable. Le seul petit regret que je peux avoir par rapport à Planet Waves, c'était que c'était quand même du gros copier-coller du manga case par case. C'est souvent le cas dans JoJo, mais là j'avoue que
Je me suis dit, un combat qui est full basé sur les corps à corps, les coups, etc. L'anime aurait pu pourquoi pas lui donner plus de chorégraphie stylée et étoffer ça au lieu de simplement reprendre les mêmes cases sans mettre spécialement plus d'échanges de coups. Voilà, ça c'est ma petite déception sur Planet Waves, mais à la fois sans ça, le truc aurait peut-être pas pu être découpé comme il fallait, et là le fait que ça s'arrête sur ce finish là, c'est évidemment très très intelligent. D'ailleurs la pose de Johnny de la fin, toujours très stylée. Voilà, petite déception pour ma part sur cet aspect de Planet Waves, mais à part ça, tout ce qui existait déjà dans le manga a été parfaitement adapté. Il n'y a absolument aucune censure, les coups sont extrêmement violents. J'ai rarement vu des color shifts et des compositions de plans aussi belles. Au niveau des katakana, ils sont beaux, ils sont stylisés. Enfin bref, il y avait absolument tout ce qu'il fallait pour rendre ce combat encore plus violent, encore plus impactant qu'il était dans le manga. Et je peux le dire haut et fort, je n'ai pas attendu pendant 4 ans pour rien. Et voilà, cette première review du deuxième batch de Stone Ocean et cette troisième review de l'anime de Stone Ocean au total est désormais terminée. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je me serai pas trop éparpillé à droite à gauche, et j'espère que je me serai pas répété trop en disant que c'est incroyable tout le temps, et que j'aurai quand même réussi à expliquer en quoi ça l'est. N'hésitez pas à me dire votre avis sur ces 4 premiers épisodes en commentaire, ainsi que même sur les autres, hein, j'empiète un peu, c'est pas très grave. De mon côté, je vais commencer d'ores et déjà à bosser sur la prochaine, je vais essayer de la sortir le week-end prochain. Je vous garantis absolument rien parce que c'est compliqué, mais je me donne à fond pour pouvoir essayer de respecter ça. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, à partager la vidéo, à me soutenir avec le bouton rejoindre si vous pouvez vous le permettre et si vous avez envie d'aider un peu la chaîne. Sur ce, je vous retiens pas plus longtemps, je vous dis à la semaine prochaine j'espère. Bon courage à ceux qui font leur rentrée, j'espère que ceux qui l'ont faite, ça s'est bien passé pour vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, ce que tu veux. Et n'oubliez pas que Jojo, c'est quand même vachement bien.